Soyez les bienvenus donc à cette conférence qui marque la 35e édition du SPACE. Et permettez-moi juste un instant de me présenter. Donc, je suis Christian Dubois, je suis le directeur de Serre France Énergie et je suis en charge donc du déploiement de l'offre de services sur cette thématique énergétique. Et Dieu sait si elle est au cœur de l'actualité aujourd'hui. Alors, nous allons traiter le sujet qui est ici derrière vous. Donc, comment l'agriculture peut-elle contribuer à notre autonomie énergétique ? Alors, Monsieur Jouzel, peut-être tout de suite un mot pour dire, voilà, nous allons rentrer dans la période de l'hiver. Est-ce qu'on a plus peur de l'hiver plutôt que du changement climatique dans le moment ? Donc, bonjour. Alors, bonjour Christian, bonjour à tous et à toutes. Pour répondre à cette question, est-ce qu'on a... Effectivement, il peut y avoir effectivement un problème d'énergie l'hiver prochain, on le voit bien. Peut-être rappeler qu'en France, quand on parle d'énergie, notre première contribution, ça reste quand même et de loin les combustibles fossiles. Bien sûr, on a une part d'électricité qui est relativement importante, une part de nucléaire, mais disons l'électricité ne représente enfin, ça dépend en termes d'énergie primaire plutôt 40%, mais en termes d'énergie finale moins. Donc, comment fait-on cet hiver pour faire face à, disons, aux besoins énergétiques ? Eh bien, moi, j'ai l'espoir en tant que climatologue que l'hiver sera doux. Ah, c'est très important, en fait, c'est un hiver... Ouais. Enfin, il y a peut-être plus de chances qu'il soit doux que le contraire, mais on peut toujours avoir des hivers rigoureux dans une période de réchauffement climatique. En moyenne, les hivers deviennent de plus en plus doux. En moyenne, ça n'empêche pas qu'on puisse avoir un hiver rigoureux. Et on voit bien d'ailleurs la prudence de notre gouvernement qui nous dit que si on a un hiver très rigoureux, on risque d'avoir des problèmes. Donc mon souhait, c'est simplement qu'on ait un hiver doux et qu'on échappe à ces problèmes parce que on a effectivement en France actuellement, donc, par rapport à, bien sûr, à l'utilisation des combustibles fossiles, il y a le problème de l'approvisionnement en gaz. On verra où on en est, on a des réserves. Mais du point de vue électricité, qui quand même pour beaucoup d'entre nous joue un rôle important, je dirais qu'on cumule. Alors on cumule d'une part un retard très clair dans le développement des énergies renouvelables, c'est ce dont on va parler, je crois, parce qu'on a quand même beaucoup de retard. Et aussi, bien sûr, du côté du nucléaire, l'arrêt de plus de la moitié des centrales actuellement. Alors beaucoup pour des problèmes simplement de maintenance, mais on peut craindre, il est très peu probable que ce qu'a annoncé Elisabeth Borne, à savoir que l'ensemble de ces centrales allait être remise en route pour cet hiver, c'est très peu probable, hein, donc faut pas rêver. Donc voilà, et donc on a ce problème, mais moi je dis et je redis et je l'ai dit assez souvent que nous serions dans une bien meilleure position si nous avions respecté nos objectifs en termes de développement durable, en termes de développement des énergies renouvelables, c'est très clair et on a du retard. Je rappelle les chiffres pour 2020, on aurait dû être à 23% de renouvelables, on était à 19%, on vise au moins 32% pour 2030 et on n'en prend pas le chemin. C'est bien cela. Donc c'est l'importance du développement des renouvelables. Alors, on peut avoir un débat sur le nucléaire, je ne suis pas anti-nucléaire, mais c'est clair que si on regarde le rapport qu'on appelle RTE, c'est-à-dire le rapport sur l'énergie, la première conclusion, c'est que notre pays ne respectera pas son objectif de neutralité carbone en 2050 sans un développement significatif des énergies renouvelables. La deuxième conclusion, c'est que ça serait quand même plus facile si on faisait du nucléaire et moins cher. Bien Mais sûr. il faut bien, disons, le problème pour le moment, la priorité, c'est vraiment pour moi un développement, disons, du renouvelable qui réponde aux objectifs affichés. Les objectifs affichés sont tout à fait ambitieux. Le problème, c'est qu'on ne les respecte pas. Alors, nous sommes bien sûr au SPACE. Le SPACE, c'est aussi le rendez-vous de l'agriculture. Et alors, tout de suite, ça m'amène à aborder donc un point concernant l'autonomie énergétique et l'autonomie alimentaire. On va y revenir effectivement dans nos différents exposés. Juste peut-être pour permettre à l'Assemblée de prendre connaissance, on va dire, du conducteur de cette petite heure qui
qui va effectivement nous permettre de prendre connaissance du sujet. Donc, nous allons aborder donc, le climat, énergie et l'intérêt des ENR aujourd'hui. La place de la filière biogaz également avec Monsieur Vincent Jean-Baptiste et le témoignage également donc d'un agriculteur méthaniseur donc qui aujourd'hui exerce ce métier depuis déjà plusieurs années. Donc, au titre de son témoignage, nous prendrons connaissance des atouts et des contraintes que l'on peut avoir sur ce type de projet. Et puis ensuite, nous tenions bien sûr à vous préciser quelle est la nature donc de l'accompagnement que nous pouvons dispenser aujourd'hui pour l'émergence des projets dans nos territoires. Puisqu'avant tout, c'est un enjeu de territoire. Donc, le développement, je dirais, de l'énergie renouvelable. Voilà donc en quelques mots ce que je pouvais vous dire sur le programme. Et tout de suite, je reviens sur une autre question. Voilà, sans opposer l'autonomie énergétique avec l'autonomie alimentaire, est-ce que nous avons les moyens de concilier ces deux aspects aujourd'hui, donc sur notre territoire français tout au moins déjà? Oui, je vais commencer à l'échelle planétaire, Christian. Disons que la compétition entre alimentaire et énergétique est vraiment soulignée dans un rapport du GIEC, donc ce groupe intergouvernemental sur l'effet du réchauffement climatique, et disons sur l'utilisation des terres. Un rapport de 2019. Pourquoi il y a-t-il, quand on parle de compétition, de quoi parle-t-il? Eh bien, disons, aussi bien pour l'alimentaire que pour l'énergétique, on a besoin de surface. Quand on parle d'énergétique, eh bien, effectivement, il y a toute l'utilisation de la biomasse, il y a, effectivement, y compris pour le solaire, par exemple, il y a beaucoup de débats maintenant sur les surfaces qui seraient utilisées par les fermes solaires. Un peu aussi pour l'éolien, moins. Alors, le rapport RTE nous dit qu'en France, on aurait amplement les surfaces, en particulier, il y a beaucoup de toits disponibles pour atteindre les objectifs, pour respecter les objectifs que nous nous sommes assignés en termes de renouvelables. Sans forcément distribuer des panneaux solaires sur les terres agricoles. Je pense qu'on a aussi besoin de vraies fermes solaires. Alors, comme vous savez, il y a beaucoup de débats sur, je crois que c'est 1000 hectares qui ont été, disons, à Cestas, c'est en Aquitaine, il n'y a pas ce tel projet en Bretagne, mais on a aussi beaucoup de surfaces disponibles pour le solaire. Donc, moi, j'interagis beaucoup avec, par exemple, les centres commerciaux. Disons, ils sont vraiment fortement incités à utiliser ces surfaces. Il y a des surfaces de parking, il y a beaucoup de surfaces qui sont utilisables. Alors, je me tourne vers mon collègue qui m'a amené là maintenant. Alors, ils n'utilisent plus du surface, ils achètent des trackers. C'est-à-dire, ils n'ont pas beaucoup besoin de surface. Mais enfin, bon, voilà. Mais alors, bon... on y met des voitures, au moins. On y met des voitures dessous. Oui, d'accord. Et puis, il y a des... Voilà. Mais disons que le problème de surface est en soi un problème qu'il faut bien appréhender, mais qui n'est pas un problème, me semble-t-il, insurmontable par rapport aux objectifs de notre pays. Alors, dans notre pays, quels sont les problèmes? Enfin, bon, je vais me faire mal voir ici, mais on a pris du retard. Alors, sur quoi a-t-on pris du retard? Sur la feuille de route, on a pris du retard de façon très nette. De façon ridicule, je dirais. Il y a 5000 éoliennes disons, offshore qui fonctionnent en Europe. On n'a pas encore une en France qui soit rattachée au réseau. Alors on discute, à Saint-Brieuc, ce sera peut-être l'an prochain ou l'année d'après. On commence à en voir, disons, assez loin de nos côtes, ce ne sont pas très gênants. Donc il y a un retard vraiment sur l'éolien offshore qui est assez incroyable. Donc ça, c'est le premier point. Il y a aussi... Je crois qu'on est en train de prendre, alors là je vais me faire mal voir, je sais, mais on est en train de prendre, par rapport à la feuille de route, un retard sur l'éolien terrestre. Donc on est en train de baisser les bras sur l'éolien terrestre et on ne respectera pas les objectifs de la France si l'éolien terrestre ne se développe pas comme c'était envisagé. C'est très clair. Donc voilà, donc sur le... voilà, il n'y a pas... Bon, les deux premières sources de renouvelables, il ne faut quand même pas les oublier en France actuellement. C'est quand même, disons, l'hydraulique, ça c'est bien sûr, c'est 10% de l'électricité, et puis la biomasse bois, l'énergie bois, c'est quand on regarde les... potentiel. Non, et même l'existence, ce sont les deux premières sources. Ensuite, celle qu'on a, donc c'est le solaire, l'éolien. Ensuite, bien sûr, on peut placer
la méthanisation, d'une certaine façon, dans l'utilisation de la biomasse. C'est une façon assez spécifique d'utiliser la biomasse, mais c'est bien l'origine, on parle bien de biomasse. Ensuite, ce qui est peut-être peu utilisé, c'est quand même la géothermie. Donc, voilà, mais on parle de plus en plus de pompes à chaleur RO. C'est un peu une géothermie légère. On utilise quand même, quand on le fait dans le sol, on utilise quand même l'énergie du sol. C'est bien. Donc, il y a beaucoup à faire, d'autant plus que ça permet de la réversibilité, c'est-à-dire qu'utiliser l'énergie dans le sol l'été, ça permet aussi, d'une certaine façon, non pas forcément de produire du froid, ou d'utiliser l'énergie des fleuves, par exemple, voilà, ou des rivières. On voit bien que l'été, ça peut servir aussi de moyen de climatisation relativement doux. C'est tout ça qu'il faut mettre en œuvre dans un pays comme le nôtre, et voilà, en gros, pour réussir en France ces objectifs, il faudrait que toutes les filières aillent relativement rapidement. Convergent rapidement. Voilà. Convergent rapidement. Alors, ça m'amène justement à une autre question. Alors, vous êtes paléoclimatologue, et avant de rentrer de plein pied, on va dire, sur le questionnement de la filière méthanisation, est-ce que les dés sont jetés aujourd'hui sur le changement irréversible du climat ? Oui. Alors, irréversible, oui. Les dés sont jetés, non. Alors, irréversible, oui, disons depuis 50 ans, je dois dire, on dit très clairement que les émissions de gaz à effet de serre sont telles qu'on va vers un réchauffement irréversible. Pourquoi ? Parce que le gaz carbonique que nous mettons dans l'atmosphère, je le redis, à peu près 70% à travers notre utilisation de combustibles fossiles, il y reste très longtemps. Ouais. Et donc, oui, c'est irréversible. Alors, on ne peut pas... Et ça, nous le disons depuis... alors, l'irréversibilité, disons, est vraiment à très long terme. Même si on arrêtait toute émission aujourd'hui, on aurait pour quelques centaines d'années pour revenir aux conditions d'il y a une centaine d'années. Donc, il y a une irréversibilité très longue, mais il y a aussi une irréversibilité encore plus longue si vous êtes dans les régions côtières. Pour l'élévation du niveau de la mer, disons, la mécanique est lancée pour des centaines d'années, voire pour des siècles. Donc, voilà, donc c'est tout cela qu'il faut... Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ? On ne peut pas arrêter le réchauffement climatique. Je dirais que jusqu'à horizon 2040-2050, il est joué. C'est-à-dire qu'on sait que dans nos régions, on va prendre en moyenne 1 degré supplémentaire, qu'on aura des vagues de chaleur plus fréquentes, plus intenses, qu'on aura des sécheresses probablement un peu plus, disons, ce qu'on appelle des sécheresses météorologiques, c'est-à-dire des périodes sans précipitation un peu plus longues. Voilà, et en plus, même dans une région comme la Bretagne, où, disons, c'est des régions du nord de la France, une des constantes, c'est que l'évaporation augmentant, eh bien, le débit des fleuves, c'est-à-dire les eaux de surface, vont être moins disponibles. C'est-à-dire que le débit des rivières en Bretagne, mais ça vaut aussi pour la Saint-Loire-Normandie, dans toutes les fleuves. On voit bien aussi pour... Est-ce qu'il faut, d'ailleurs, justement, vous parliez de la Bretagne là, à l'instant, là, est-ce qu'il faut se préparer justement à un autre paysage, à d'autres cultures, très prochainement pour nos agriculteurs? D'abord, la Bretagne, par rapport au problème de l'eau, n'est pas quand même la région la plus vulnérable. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas porter de l'attention au problème de l'eau. Oui. Parce qu'en plus, on a quand même une caractéristique, ça dépend où on est, mais c'est quand même des eaux de surface. Il n'y a pas beaucoup de réserves très profondes. Il y a d'autres régions qui peuvent aller... Donc, oui, nous devons, dans une région comme la Bretagne, de porter de l'attention au problème de l'eau. Voilà, donc, plus que la population, les activités industrielles qui sont souvent assez gourmandes vont plutôt avoir tendance à se développer dans nos régions. Donc oui, il faut porter. Alors, du point de vue agricole, je pense qu'il faut absolument penser aller vers une adaptation. On ne peut pas continuer, disons, soit des pratiques culturelles, soit des variétés, soit effectivement, et essayer d'aller vers une agriculture moins consommatrice d'eau au départ. Alors, disons, bien sûr, on peut avoir de l'efficacité dans l'utilisation de l'eau. Ensuite, on utilise beaucoup mieux l'eau, ceux qui irriguent, qu'il y a 50 ans. Donc voilà, il y a aussi des méthodes pour utiliser. Donc c'est tout cela, l'efficacité Mais je pense que globalement, on ne peut pas ne pas penser à une modification des types de cultures ou des pratiques culturelles
avec l'idée de consommer moins d'eau, y compris en Bretagne. Vous avez participé à 250 publications, et dans ces publications, le maïs fait partie notamment d'une culture importante dans notre zone d'élevage. Est-ce que déjà vous avez émis, on va dire, un schéma de restriction pour implanter les maïs dans nos territoires? Non, donc c'est pas, disons, mon domaine de recherche sur lequel j'ai publié. Je dois en être beaucoup plus maintenant, mais c'est pas très bon. Non, j'ai surtout. Bon, moi, mon domaine d'expertise, c'est vraiment les variations climatiques, bien sûr, du passé, mais dans notre laboratoire, dans notre institut, on a beaucoup justement des grosses équipes qui travaillent qui travaillent sur l'agriculture, sur aussi les forêts. Donc, ce sont des domaines qui m'intéressent. Ouais. Non, il y a pas, disons, moi-même, je ne suis pas du tout intervenu dans ces domaines, mais voilà, ce que j'ai fait, je m'y suis intéressé. Disons, par exemple, sur le problème de l'eau, j'ai effectivement inauguré, lancé avec Julien de Normandie, il y a maintenant 3 ans, je pense, je ne veux pas me tromper, mais ce n'est pas très grave, donc le Varenne de l'eau. Donc j'avais été invité avec Thierry Caquet, qui était de l'INRA. Et le souvenir que ça m'a laissé, c'est que Julien de Normandie avait beaucoup de mal à comprendre que, même dans une région où les précipitations étaient en moyenne constante, la disponibilité de l'eau diminue à cause de l'évaporation. Et ça, c'était terrible parce qu'il ne voulait pas comprendre ça. C'est le problème. Donc, il le savait très bien, c'est pas le problème, mais on voit bien que, disons, donc l'eau va devenir moins accessible, c'est très clair. Ce sont des débits des fleuves et des rivières qui vont diminuer de 20, 30, 40%, y compris pour la Vilaine probablement. Donc, c'est bien ça qu'il faut avoir en tête. Donc oui, il faut réfléchir à l'eau. Je pense que la façon d'y réfléchir, les agences de bassin sont des endroits de concertation, donc il faut peut-être agir au cas par cas. J'ai pas de doctrine, mais bien sûr qu'il faut penser à préserver l'eau. Il faut que chaque communauté sache qu'elle n'est pas la seule à utiliser l'eau. Bien sûr, il y a le monde agricole, mais il y a l'alimentation, il y a l'énergie, il y a le tourisme. Donc, il y a beaucoup de demandes d'utilisation d'eau, et donc c'est tout cela qu'il faut gérer. Et dans un monde en réchauffement, dans un contexte de réchauffement climatique, et dans un contexte où des régions comme les nôtres, où les populations ont tendance qui sont plutôt assez attractives, donc par exemple la métropole rennaise ou bien même la Bretagne en général, cette difficulté sera amplifiée parce que il y aura plus d'activité. Donc il faut prendre le taureau par les cornes, et il y a, je pense, des solutions. Je le redis, il y a des régions beaucoup plus vulnérables qui arrivent à développer une économie avec moins de précipitations, moins d'eau que les nôtres, mais faut pas se masquer la face, c'est quand même un problème auquel nous devons réfléchir en Bretagne. Le message que vous voulez nous laisser, c'est qu'après le message de la sobriété sur l'énergie, demain c'est la sobriété sur l'eau. Oui, non, c'est dès aujourd'hui d'ailleurs. Dès aujourd'hui. On nous le dit assez, donc bien sûr. Donc oui. Je crois, et ça va jusqu'aux réseaux d'eau qui sont généralement un peu, disons, pour certains, pas optimaux. Il y a beaucoup de pertes dans les réseaux. Il y a plein de choses qu'on peut faire quand on regarde sur les aspects d'eau. Et je suis intervenu récemment. Je pense qu'on peut aussi beaucoup faire. Je me suis intéressé au problème de l'utilisation des eaux usées. Donc il y a beaucoup à faire aussi de ce côté-là. Donc que la réglementation est en train de s'ouvrir au niveau européen. Donc oui, il y a des solutions, mais il ne faut surtout pas se dire on va continuer comme maintenant. Et l'adaptation du monde agricole, de l'agriculture, fait partie des solutions. Alors, je vous invite à poursuivre, Monsieur Jouzel, sur l'intérêt des énergies renouvelables. Alors, le premier intérêt propre de l'énergie renouvelable aujourd'hui, donc à l'échelle mondiale, à l'échelle effectivement française et de notre territoire. En quelques mots, quel propos vous voulez nous laisser? Oui, alors du point de vue du climatologue, c'est très clair que je vais revenir au point de départ. Donc le réchauffement climatique est inéluctable, mais on peut le limiter. Mais pour le limiter, il faut atteindre neutralité carbone. C'est-à-dire, en gros, il faut qu'à un moment, l'effet de serre arrête d'augmenter. Ça, on comprend bien. Ne pas atteindre neutralité carbone, c'est accepter que le réchauffement climatique se poursuive indéfiniment. On comprend bien la difficulté. Donc, on va se placer, et je crois que c'est ce qu'il faut faire, absolument, c'est se placer dans une perspective où, nous irons vers une neutralité carbone. Alors,
faut pas trop rêver. La neutralité carbone en 2050, c'est bien dans les textes, ça sera plus difficile, mais il faut vraiment. Bon, elle est affichée dans 120 pays, donc y compris la France. La neutralité carbone est affichée à horizon 2050. Donc, quand on regarde, quand on a, disons, du point de vue du climatologue, je crois que tout le monde comprend qu'on ne peut pas, on peut pas laisser le réchauffement climatique. Au-delà d'1,5 degré, ça sera difficile de s'adapter, plus on s'en éloigne, et sinon impossible à un certain point, dans certaines régions au moins. Certaines régions, oui. Donc, je crois qu'on comprend l'intérêt, collectivement, de limiter le réchauffement climatique. Alors, ce qu'il y a, c'est que ce que l'on fait aujourd'hui décide du réchauffement de la deuxième partie de ce siècle. C'est bien ça. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas pour demain. Ça changera pas le climat demain. Ça le changera, par contre, ça le gouverne complètement pour la deuxième partie de ce siècle. Donc, la façon d'atteindre la neutralité carbone, quand on regarde ce que nous émettons, eh bien, ça reste au niveau planétaire 70% des émissions actuelles. Je redonne les chiffres. On a 60 milliards de tonnes d'équivalent CO2 en 2021. On doit avoir 37 ou 38 milliards de tonnes de gaz carbonique directement liés aux combustibles fossiles, 5 à 6 milliards de tonnes liées à la déforestation, 1 à 2 milliards liés à la fabrication du ciment, et puis à peu près une douzaine de milliards aux autres, liés aux autres gaz à effet de serre, le méthane, le protoxyde d'azote, où justement l'agriculture a une part relativement importante. Le protoxyde d'azote, c'est 82% lié à l'agriculture, et donc ça joue pour 12% des émissions. Donc quand on regarde cela, eh bien il faut jouer sur tous les émissions. Bien sûr, il faut arrêter la déforestation, sinon reforester, mais il faut surtout arrêter l'utilisation des combustibles fossiles. Et donc, comme il nous faut de l'énergie, il y a 2 grandes façons de produire de l'énergie sans émettre de gaz à effet de serre. Alors, sauf quand on fabrique les installations. Disons, une fois que les installations sont en marche. Donc, on va bien essayer d'être clair. Donc, il y a toute cette renouvelable, dont on en a déjà parlé, donc toute cette série de renouvelables avec beaucoup de possibilités. Et puis, de l'autre côté, il y a le nucléaire. Si on se place disons, il peut y avoir un débat, on peut en discuter, mais je redis, le rapport RTE, c'est vraiment, on n'y arrivera pas sans une augmentation significative du renouvelable à l'échelle française. À l'échelle planétaire, disons, même les plus favorable au développement du nucléaire, même s'il n'y avait pas d'entrain au développement du nucléaire, ce qui est probablement pas vrai. Il y a beaucoup de pays où ça ne peut pas se développer. Il suffit d'un autre accident et le développement du nucléaire sera remis en cause. Absolument. Donc on peut toujours le craindre. Mais même si ça se développait sans... Actuellement, il faut donner un chiffre. Actuellement, en termes d'énergie finale, le nucléaire, c'est 2% de l'énergie mondiale. Il faut bien comprendre ça. Et on n'atteindra pas plus... Le nucléaire ne fera jamais plus qu'entre 5 et 10% de l'énergie de la planète. Même si même les plus optimistes je dirais que les plus favorables au nucléaire s'en rendent bien compte. Donc, si on veut atteindre la neutralité carbone à l'échelle planétaire, on doit aller au moins vers 90% de renouvelables. À l'échelle planétaire, je parle bien. En France, on s'est placé sur une autre, on s'est plutôt placé sur à horizon 2000, pas plus de 50% d'énergie avec le nucléaire, c'est inscrit dans la loi. On parle aussi, et c'est très important, on oublie beaucoup, dans la loi, il y a une division par 2 de l'utilisation d'énergie en 2050 par rapport à 2010. Le rapport RTE a pris plutôt moins 40%. Et donc, ça veut dire qu'en France, si on garde cette loi, alors certains prônent un développement plus massif du nucléaire, mais dans le meilleur des cas, ça ne se concrétiserait qu'en 2040 ou 2050. Mais si on veut, il faut vraiment, tenir les engagements affichés par la France en termes d'énergie, de développement du renouvelable. Et je redis que ce n'est pas ce que nous avons fait depuis une quinzaine d'années. Nous avons systématiquement pris du retard par rapport à la feuille de route affichée. Merci, Monsieur Joseph. Vous pouvez l'applaudir parce qu'on va enchaîner. On va donc passer sur justement l'exposé suivant. Comment tirer le bon grain de livret entre l'autonomie énergétique et l'autonomie alimentaire. Voilà, donc
Place à la filière biogaz. Et donc, je vais demander, asseyez-vous, monsieur Josel. Et donc, je vais demander à monsieur Jean-Baptiste, Vincent de son prénom, voilà, de nous faire un rapide remake, on va dire, de cette histoire donc, sur le biogaz, voilà, pour arriver à la situation que nous vivons aujourd'hui. Merci Christian pour l'introduction. Merci monsieur Jouzel pour cette prise de hauteur toujours nécessaire, surtout en ce moment. Alors, comment est-ce qu'on va passer l'hiver? C'était la question d'ouverture de Exactement. Christian. L'hiver, on va le passer grâce au gaz, principalement. Du gaz encore majoritairement fossile, mais de plus en plus d'origine renouvelable. Et on va vous expliquer pourquoi, comment. Et du coup, je vais rebondir également sur les propos de M. Jouzel qui vous parlait des consommations d'énergie. Là, ce sont les consommations d'énergie finales que l'on a reconstruit. Et ça vous montre la place que le gaz peut avoir aujourd'hui dans notre mix énergétique. Et vous voyez que le gaz, en énergie finale, ça représente plus que le nucléaire. Alors j'en parle avec d'autant plus d'aplomb que j'ai travaillé pendant 12 ans dans le nucléaire, chez EDF, sur tous les aspects environnementaux, de la construction, du fonctionnement des centrales et de la déconstruction des centrales. 20% pour le gaz, 18% pour le nucléaire. Exactement. Donc le gaz est un pilier de notre système énergétique aujourd'hui. Du gaz encore en majorité fossile, mais de plus en plus renouvelable. Avec ce que l'on voit effectivement, comme le disait M. Josel, 43% pour le pétrole. Et voilà, donc, on est encore très très dépendant des combustibles fossiles. On a du mal à se... Une autre manière de le voir, sur la slide suivante, là ça représente un peu les appels de puissance tout au long de l'année. Et quelles sont les énergies qui répondent à ces appels de puissance, qui permettent à répondre à ces appels de puissance. Et vous le voyez en hiver, là, en novembre, à mars, quand il faut chauffer, et en fait, c'est le gaz qui nous permet de tenir, parce que le gaz fournit 125 gigawattheures d'énergie, 125 gigawatts d'énergie, alors que l'électricité peut en appeler que maximum 90 gigawatts. Et cet hiver, malheureusement, on n'aura peut-être pas forcément la même disponibilité. Donc le gaz sera encore plus important cette année pour tenir notre système. Essentiel. Alors, parce que du coup, je représente le monde des gaziers. Sur cet hiver, est-ce qu'il est à craindre? Est-ce que des coupures de gaz sont à craindre? Vraisemblablement non, parce que là, les pouvoirs publics et l'ensemble des acteurs de la chaîne gazière se sont mobilisés depuis bien quelques mois maintenant. Et il y a des mécanismes de délestage qui seront mis en place, mais pour des clients gros consommateurs, producteurs, absolument pas pour les particuliers. Donc pas de coupure de gaz pour les particuliers cet hiver, c'est sûr. Ouais. Vincent, derrière le mot délestage, est-ce qu'il faut aussi comprendre intermittence? Non. Alors pour le coup, justement, on va y arriver sur le sujet. Alors rebondissons là-dessus. Sur l'électricité, encore une fois, je me permets d'en parler un petit peu. Si on a un hiver froid, si toutes les centrales ne redémarrent pas, pour le coup, dans les scénarios, y compris de RTE, etc., là, pour le coup, c'est des délestages tournants. Pour tout le monde. C'est ça. Y compris nous, particuliers. Sur les 2 heures de pointe et tout. Donc entre 18h et 20h. Donc quand entre 18h et 20h, on n'aura plus d'élec chez nous, ça va commencer à se sentir. Alors pourquoi est-ce que le gaz, aujourd'hui, est un pilier de notre système énergétique? Parce qu'en fait, le gaz, ça se stocke. Ça se stocke et ça se diffuse, ça circule dans les réseaux. Donc là, vous avez la chaîne gazière classique, historique, avec de l'exploration, production, on extrait du gaz de ressources fossiles, on apporte ça avec des transports, des gros tuyaux ou des grosses barres de GNL, gaz naturel liquéfié, et puis on peut le stocker. On a 130 TWh de stockage en France aujourd'hui qui sont à 95% remplis. Déjà, on est un peu solide sur nos appuis pour cet hiver. Et ensuite, on le distribue, donc on l'achemine jusqu'à vous, jusqu'aux consommateurs finaux. Et là, ça me permet de parler donc de l'activité de GRDF. Nous, on est gestionnaire de ce réseau de distribution. On n'est pas producteur de gaz, on gère ce réseau. Mais ce réseau qui est un actif stratégique, vous l'avez compris, pour la résilience de notre système énergétique. Et GRDF, dans sa mission de service public, il y a l'exploitation de ce réseau, faire en sorte que vous ayez du gaz tout au long de l'année, tout le temps, etc. Mais il y a aussi pérenniser cet actif-là, qui n'est pas un actif du passé, qui n'est pas un actif lié au monde historique du fossile, parce que ça va être l'actif qui va permettre le développement des gaz renouvelables. Alors, la question évidente que tout le monde avait, donc combien de gaz on fait venir de Russie? En France, en fait, c'est que 17%. C'est pas énorme. Pas tant que ça, finalement. Pas autant. C'est pas la même chose que nos voisins, qui sont plus proches des tuyaux. Et puis là, ce qui était une éventualité est maintenant une réalité. Le robinet est coupé, est tari, et on voit les impacts que ça a aujourd'hui sur notre système énergétique. Donc comment est-ce qu'on peut remplacer cet approvisionnement? L'Europe, donc pour la slide suivante, si tu peux passer Christian, pareil, c'est mobilisé assez vite en disant comment est-ce qu'on va gérer ça?
a mis en place son plan, enfin a annoncé son plan REPowerEU en se disant il faut aller chercher du gaz autre part. Donc faire venir du gaz par du GNL, donc ces fameuses barges là. Oui, et puis parle évidemment de production de biométhane, d'hydrogène, de biométhane local, donc stimuler la production locale. Ça, c'est le deuxième point, accélérer massivement le déploiement des énergies renouvelables. Et ils mettent évidemment en 3, faire d'importantes économies d'énergie. Moi, je le mets clairement en premier, celui-là. Hein. Oui. C'est celui-ci. Hein. On se passe demain du gaz russe. Si on baisse tous de 2-3 degrés la température pour ceux qui sont chauffés au gaz, si on fait attention, alors là je parle du chauffage, mais dans tous nos actes de consommation, en fait, derrière tous vos actes de consommation courants, de biens énergétiques, vos actes d'alimentation aussi, etc., il y a de l'énergie derrière. Donc c'est la sobriété qui est le premier moyen aujourd'hui pour assurer la résilience et le passage de l'hiver. C'est notre premier levier d'action. C'est le premier levier. Donc, comment est-ce qu'on peut aussi donc s'affranchir des gaz fossiles et puis surtout miser vers l'avenir? Aujourd'hui, il y a une filière mature qui permet sur le territoire de produire du gaz renouvelable, c'est la méthanisation. Donc la méthanisation, c'est quoi? C'est des gros digesteurs qu'on alimente en biomasse. Des résidus de l'agriculture, ça peut être, alors les stations d'épuration c'est un cas particulier, mais ça peut être des déchets des collectivités, des ménages, les biodéchets, ceux que vous commencez déjà à trier chez vous et qui vont devoir être, à partir du 1er janvier 2023, triés, collectés sélectivement et valorisés. Ils peuvent être valorisés en unité de méthanisation. Il peut y avoir aussi en biomasse qui alimente une partie de culture intermédiaire à vocation énergétique, une partie un peu de culture principale, et je pense qu'on aura des questions là-dessus, hein, sur la place de l'alimentation, la place de la vocation alimentaire de l'agriculture là-dessus. Donc on met ça dans un digesteur, ça produit du biogaz. Ce biogaz, si vous êtes trop loin du réseau ou si vous avez un besoin de chaleur sur votre ferme, vous pouvez directement le passer dans un moteur, ça vous fait de l'électricité et de la chaleur, vous pouvez la valoriser, et si vous l'épurez, vous avez donc du biométhane qui en fait a exactement les mêmes caractéristiques que le méthane. Et vous injectez ça dans le réseau et vous contribuez à la résilience énergétique nationale. Juste pour rester sur cette slide-là, la méthanisation, c'est pas... En fait, il y a plein de fonctions. Moi, je représente GRDF, donc on la voit comme une fonction de production d'énergie. Production de biométhane, production d'électricité ou de chaleur. Et en fait, vous voyez, ça a aussi une fonction de traitement des déchets. On peut traiter des déchets, y compris des déchets agricoles, donc des effluents d'élevage, par exemple. Et puis, il y a une autre fonction qui prend encore plus de valeur aujourd'hui pour le monde agricole, c'est la production de digestat. Donc un fertilisant vachement intéressant. Quand on voit les prix de l'azote aujourd'hui, je peux vous garantir que ceux qui ont la chance d'avoir accès à du digestat aujourd'hui, ils soufflent un petit peu, quoi. Ils respirent. Donc ce n'est pas qu'une production d'énergie, c'est aussi une filière de valorisation et de traitement des déchets et une filière de production de digestat. Et puis même, il y aura d'autres aspects dont on pourra évoquer. Mais donc c'est multifonctionnel. Et c'est une activité agricole. Alors aujourd'hui, une réalité. Ça, ce sont les chiffres que je sors sur le site qui s'appelle Open Data Réseau Énergie, donc c'est disponible sur Internet. Il y a ce qu'on appelle un indicateur gaz renouvelable mensuel qui est construit, qui vous permet d'aller voir sur votre... Parfois, c'est même à la maille de la communauté de communes. Là, c'est à la maille départementale que je vous le montre, mais ça c'est fait au niveau régional. 14% des consommations de gaz, alors c'est facile, c'est en juillet, il y a assez peu de consommation, mais 14% des consommations de gaz en Ille-et-Vilaine ont été couvertes par du gaz renouvelable, en juillet, là. Oui, c'est intéressant. C'est déjà une réalité. Et cette réalité de production de gaz renouvelable, on est au space. En fait, c'est possible grâce au monde agricole. C'est le monde agricole aujourd'hui qui produit le gaz. À 80%, c'est le monde agricole qui produit le gaz renouvelable. Vous voyez, hein, sur les 7,8 gigawattheures, alors ça a changé depuis hier, je pense, hein, parce que là, il y a de nouvelles unités qui se montent quasiment tous les jours. Mais voilà, vous avez 80% des capacités installées qui sont des sites agricoles autonomes ou agricoles territoriaux. Le développement. Voilà, qui remonte le développement en décembre 2017, assez peu. Et puis à la fin de l'année, 515 sites, on l'espère, voire plus. Là, on a déjà, je crois, il y a plus de 90 sites qui ont été mis en service. Enfin, ça va très très vite. Pour le coup, Monsieur Jouzel, on a la chance, dans cette filière, d'avoir un développement qui est en ligne avec les objectifs PPE. Après, on peut se demander si les objectifs PPE sont suffisamment ambitieux. C'est une autre question. Et pour terminer, sur l'aspect énergétique, ça, ce sont des petits crobards de l'ADEME que j'aime bien. Alors, les petits trucs en bleu, c'est moi qui les ai rajoutés. Mais ça vous montre les principaux postes de consommation énergétique du monde agricole. Le monde agricole, aujourd'hui, consomme énormément d'énergie. Premier poste, ce sont les tracteurs et engins agricoles. En gros, c'est le GNR, quoi. Et pouf,
avec le biométhane, avec la méthanisation, on a potentiellement une solution intéressante avec le bio-GNV là. Je laisserai Olivier vous parler d'un joli tracteur bleu qu'il a en test sur son exploitation aujourd'hui même, qui tourne au biométhane. Biométhane produit par l'unité qui est sur sa ferme. Donc, principaux postes, toujours le GNR pour les ressources fossiles liées aux engins agricoles. Un autre gros poste qui est lié aux émissions indirectes, et je vous en ai un peu parlé, c'est l'azote. 25%. D'où il vient l'azote aujourd'hui ? L'azote aujourd'hui, il est produit, il est issu d'un procédé extrêmement dépendant des ressources fossiles. On prend du gaz naturel, on fait du vaporéformage, on casse la molécule CH4. D'un côté, on récupère l'hydrogène, et cet hydrogène est utilisé dans un processus très énergivore qui s'appelle le processus Haber-Bosch, qui vous permet de recombiner l'hydrogène avec le diazote de l'air, et vous faites de l'ammoniac. Donc aujourd'hui, le monde agricole est extrêmement dépendant des énergies fossiles, y compris pour ses apports en azote. Et pas là, Digesta. En fait, Digesta, les plantes, elles font mieux. La luzerne, elle fait mieux. Tout le monde fixe l'azote. Le passage de la biomasse dans un digesteur qui minéralise l'azote vous donne un digesta avec de l'azote directement, très intéressant pour les plantes. Ça peut ouvrir une voie, des perspectives pour libérer le monde agricole de cette dépendance très forte à l'énergie fossile. Et le petit dernier, alors je représente GRDF, donc je parle de la méthanisation en injection, mais j'ai mis quand même la cogénération pour le chauffage des bâtiments d'élevage, pour des ateliers de séchage, ça a du sens aussi, tout à fait. Et le petit dernier, je l'ai mis, c'est CO2 biogénique. Ce fameux biogaz dont je vous ai parlé, là, c'est 40% de CO2, 60% de méthane. On est pur, on utilise le biométhane aujourd'hui quasiment pur, 99% qu'on injecte dans le réseau. Le CO2, aujourd'hui, oui, il part un petit peu aux petits oiseaux. On est sur du CO2 biogénique, pour en parler. Mais ce CO2, il est très intéressant potentiellement. Il peut être valorisé par des séristes. Aujourd'hui, il y a des séristes qui récupèrent le CO2 biogénique d'unités de biométhane d'unités de méthanisation pour injecter dans leur serre. Mais demain, le CO2 qu'on retrouve dans des boissons qu'on connaît tous, gazeuses, etc., ça pourrait être du CO2 biogénique issu de biométhane. Et c'est parce que le CO2 qu'ils utilisent aujourd'hui dans les bouteilles, c'est du CO2 d'origine fossile. Voilà. Donc une autre manière de se libérer de notre dépendance aux produits fossiles. Et de valoriser les déchets. Et de valoriser également les déchets. Alors justement, au niveau de ces déchets, vous avez fait tout à l'heure allusion aux biodéchets, avec également les exigences qui vont se mettre en place à partir de janvier 2023. Vous avez un rôle important aujourd'hui dans le développement de la filière. Comment percevez-vous aujourd'hui le développement justement de la collecte de ces biodéchets et quel rapport de force on peut avoir face à de gros acteurs que l'on connaît tous? Comment notre agriculture peut justement parfois substituer le maïs en silage dans les digesteurs par des biodéchets? Est-ce qu'on a demain les moyens de pouvoir mieux organiser, on va dire, cette filière des biodéchets? Ça va dépendre de la capacité des acteurs agricoles à s'organiser pour aller justement proposer des solutions aux collectivités et leur dire, bah oui, moi, je suis en mesure de récupérer vos biodéchets, de les valoriser, sachant que les communes ont l'obligation de mettre en place le tri à la source, etc. Donc, ça va dépendre de l'organisation du monde agricole. Voilà. Et ce que je peux vous dire, c'est que, typiquement, GRDF, au travers d'appels à projets, de nombreux appels à projets, un nouveau là, qui est en cours, qui vient de se terminer, on pousse, on catalyse, on invite les collectivités et les acteurs agricoles à travailler à des véritables projets concrets aujourd'hui, une poubelle mise au milieu d'un lotissement qui va aller récupérer les biodéchets et qui va directement se retrouver sur le méthaniseur. Enfin, toutes les solutions innovantes qui permettent aujourd'hui cette valorisation. Après, sur la valorisation des biodéchets, il y a d'autres voies. Il y a également la voie du compostage qui peut avoir énormément de sens aussi en fonction du contexte. Mais il y a une complémentarité, je pense, entre la voie compostage et la voie méthanisation, avec le petit intérêt quand même de la méthanisation, c'est qu'on a une double valorisation énergétique et on garde l'aspect retour au sol. L'un des dangers du développement de la méthanisation aujourd'hui, c'est la dépendance à l'électricité pour faire fonctionner les moteurs. Quel est effectivement, on va dire, le supplétif que l'on peut avoir justement pour permettre de passer, je dirais, la difficulté que l'on a aujourd'hui. On a tous entendu fin août, le coût de 1 000 € le mégawattheure en électricité. Comment fait-on pour faire fonctionner nos méthaniseurs dans un contexte comme celui-ci ? Alors, la problématique de l'augmentation des coûts de l'énergie, elle s'est fait sentir assez rapidement dans des
pour des activités qui consomment beaucoup d'électricité. Et effectivement, un méthaniseur, il faut faire tourner des pompes, il faut faire tourner un épurateur, il faut que ça consomme pas mal d'électricité. Donc assez vite, ils s'en sont rendus compte. Aujourd'hui, ça concerne tout le monde. Hein. Enfin, le boulanger, là, s'il n'a pas sécurisé ses prix sur 2023, vous discutez avec le boulanger du coin, il se demande s'il va pas augmenter le prix de la baguette en janvier. Là. Mais ça, c'est une priorité. Alors, pour revenir à la méthanisation, comment s'en sortir vis-à-vis de ça? Voilà, on fait le lien avec les autres modes de production d'énergie renouvelable. On parle du solaire, l'autoconsommation avec les panneaux solaires. Je pense que aussi Olivier pourra vous en parler. Je crois qu'il a jusqu'à 15 ou 25% de ses besoins qui sont couverts par l'autoconsommation solaire. Et ça, GRDF, dans son rôle d'accompagnement, pousse, invite et informe et met les acteurs autour de la table, crée des guides pour favoriser ces solutions-là. On a peut-être aussi la possibilité de consommer le propre gaz produit par l'unité de méthanisation pour produire l'électricité. Tout à fait. Il faut le dire ici à l'Assemblée. Combiner. Combiner. En fait, ce que je vous parlais, de la cogénération. Vous utilisez une partie de votre biogaz pour produire de l'électricité que vous autoconsommez. Ça, aujourd'hui, ce sont des solutions qui sont regardées. Je pense qu'il y a beaucoup d'exposants qui sont sur ces sujets-là et de gens qui participent au SPACE qui vont se renseigner aujourd'hui sur ces sujets-là. Merci, monsieur Jean-Baptiste. Vous pouvez l'applaudir également. Merci, Vincent. Vous pouvez effectivement regagner votre place. Et tout de suite, je vais enchaîner. Je vais appeler et je vais remercier monsieur Jean Jouzel. Merci, monsieur Jean Jouzel, parce qu'il est très, très sollicité. Merci à vous pour votre intervention. Vous pouvez le saluer. Merci à vous. On va poursuivre et on va rentrer cette fois-ci dans le côté pratique et sur la méthanisation. Monsieur Bouchonneau, donc vous êtes le président de Serre France Énergie, mais vous êtes avant tout agriculteur, méthaniseur. Vous avez aujourd'hui donc plusieurs années d'expérience derrière vous. En quelques mots, présentez votre exploitation, si vous voulez bien. Puis, bonjour à tous. Donc Olivier Bouchonneau, je suis donc éleveur de porc à Saint-Christophe-du-Bois, près de Cholet, dans le Maine-et-Loire. J'ai 250 truies, 140 hectares de culture, je dirais vraiment en périphérie de Cholet. Je me suis associé avec 3 autres exploitations pour une réflexion il y a plus de 10 ans, puisqu'on avait une grosse contrainte par rapport à l'environnement. Donc 3 exploitations laitières où on a donc créé Agribiométhane en 2010 et en avril 2014 on a injecté les premiers normomètres cubes de gaz dans le réseau de GRDF. Alors peut-être avant de rentrer tout de suite dans le côté très pratique, quel était le moteur du groupe pour justement faire naître ce projet de méthanisation? Il faut se dire les choses, en fin de compte, parfois on n'avance que par les contraintes. Et les contraintes environnementales qu'on nous avait imposées, qu'on nous impose dans l'élevage, faisait que j'avais un souci de plan d'épandage et il fallait vraiment que je trouve une alternative, comme mes collègues, pour pouvoir continuer à garder mon autorisation, puisque on a un fort développement, comme partout ici dans l'Ouest, des zones, on va dire, d'habitat ou de zones industrielles, qui fait qu'il fallait trouver cette alternative. On a cherché, on était d'abord parti sur la cogé, mais on n'avait pas du tout de rentabilité. On est parti sur l'injection, puisqu'il y a eu un décret qui est apparu pour pouvoir ouvrir GRDF devait ouvrir son réseau à l'injection de biométhane. Donc, ça a été le début de l'histoire. D'accord. Alors, parlons tout de suite, effectivement, des atouts que vous avez pu tout de suite cerner avec le développement de ce projet. Voilà, vous avez précisé les choses à 3 niveaux. D'abord, l'intérêt sur l'exploitation. On y reviendra après sur le territoire et sur le pays. Alors, vous pouvez commenter peut-être déjà. Oui, alors sur mon exploitation, il y aurait bien d'autres choses parce que c'est-à-dire que j'ai vraiment le sentiment que, sans prétention, mais je suis parti dans une aventure, je ne connais pas la fin. J'ai l'impression de tirer un bout de fil d'une pelote de laine, puisque la première chose, c'était de répondre à la réglementation. Et ce qu'on voulait, c'est que au bout du bout, ça fasse, le produit charge, ça fasse 0, quoi. On cherchait pas parce que on voyait bien que c'était un peu compliqué quand même. Mais donc, nous, on est parti dans l'injection, mais on peut très bien partir en électricité.
Je ne l'ai pas cité, mais depuis, on a installé une station où on délivre du gaz, du biogaz qui va dans les véhicules. On a ouvert en 2017 une station où on fournit le carburant. Après, au niveau des cultures, au-delà de la couverture des sols, c'est aussi le digestat. Alors, c'est une autre façon de travailler, c'est un autre regard qu'il faut avoir. Mais encore l'année dernière, on a très peu mis d'azote minéral. Le digestat ne convient pas en sortie d'hiver. Ça, faut être. On a besoin la plante a besoin d'un petit dopant pour pouvoir démarrer, qui est l'azote. Mais après, tout le reste de mes cultures, blé, maïs, tout est fait avec le digestat. Et puis, on a aussi des diversifications qui peuvent se faire avec le CO2. On a regardé ce dossier-là. Alors, tout ça, je vous parle de ça avant la crise, parce que depuis la crise, il y a bien des choses qui changent. Mais avant la crise, le CO2 qu'on pouvait produire sur l'exploitation était autour de, on va dire, 120-130 euros la tonne. Quand les séristes l'achetaient 90 euros, donc on n'était pas placé et on n'a pas donné suite. Mais ça reste dans un coin de notre tête, quoi. Après, au niveau à l'échelle du territoire. Ouais, à l'échelle du territoire. On est ici au SPACE. Pour moi, ça, j'en suis convaincu. Un jeune qui veut s'installer ou même qui est installé et qui entend parler d'un projet de méta sur son territoire, ne pas s'y intéresser. Je ne dis pas qu'il faut y aller, mais ne pas s'y intéresser, pour moi, c'est une erreur stratégique. Ça, j'en suis. Alors après, il y a plein de choses à mettre en place et autres. Ça, c'est un autre débat. Mais je veux dire, au moins regarder le dossier. Après, ce qu'on s'est rendu compte, si vous voulez, alors nous, l'unité, elle traite en gros 17 à 18 000 tonnes de déchets agroalimentaires et on traite que des déchets, des déchets agricoles. Et on traite 6 à 7 000 tonnes de déchets agroalimentaires. On ne met aucune culture, et ça a été un préalable vraiment à la constitution d'Agribiométhane. On avait déjà des difficultés, si vous voulez, à avoir assez d'autonomie avec notre foncier. Alors, il n'était pas question de mettre du végétal dans la méta. Aujourd'hui, donc, on a toujours cette ligne de conduite. C'est vrai que le monde bouge, puisqu'en 2014, on nous payait pour collecter les déchets, et aujourd'hui, on paie pour récupérer certains déchets. Est-ce que c'est grave ? C'est le marché, c'est la loi de l'offre et la demande. Au tout départ, quand on a démarré, faut pas oublier qu'on avait nos amis belges ou allemands descendaient des camions même jusqu'en Bretagne pour collecter des déchets ici. Voilà. On a fait un pas supplémentaire, c'est au printemps, où on a, puisqu'on voit que le marché se raréfie, il y a une grosse concurrence qui est quand même sur le monde du déchet. Nous, on a fait l'option de partir sur la hygiénisation, c'est-à-dire qu'on chauffe des produits issus de cantines, de collectivités, de désemballage, pour les chauffer à 70 degrés et les utiliser après dans l'unité de méta. Donc, pour le territoire, notre rôle en tant qu'agriculteur est vraiment important puisqu'on permet de capter des déchets, les laisser sur le territoire et en faire une énergie. Ça a un vrai sens pour moi. Après, c'est aussi, on a développé, grâce à la station, un partenariat avec des entreprises locales sur des entreprises de transport qui sont là pour, si vous voulez, faire du ramassage régional et qui viennent tous les jours, les camions viennent tous les jours à la station, mais on reste sur une activité régionale qui maintient des outils, on va dire, industriels sur nos communes, quoi. Donc, permet une impulsion sur la mobilité verte. Ouais, voilà, ouais. Et puis, sur à l'échelle du pays. À l'échelle du pays, ça j'en suis convaincu, c'est non délocalisable. Donc on renforce l'agriculture, on renforce un certain indépendance énergétique, et ça c'est vraiment quelque chose d'important. Je suis attaché, et c'est pour ça au sein du réseau Serre France, il y a des opportunités, et là les agriculteurs peuvent être
majoritaire et détenir, je dirais, avoir une source de revenus grâce à cette créer de la valeur. Créer de la valeur. Et, bon, après, il faut s'engager, faut oser. Voilà, c'est une activité à part entière. Ça, faut bien le dire. Il faut se structurer sur ces exploitations. Mais le jeu en vaut la chandelle. Je l'ai dit, enfin, quand on a préparé, c'est aussi, on le voit bien aujourd'hui, alors la crise va peut-être faire émerger d'autres projets, mais essayer d'associer aussi les riverains, les gens de nos communes, parce que mine de rien, ils sont vachement intéressés et les gens peuvent être porteurs sur des projets qui ont un sens, donner du sens à son projet. C'est pas que faire une méta, c'est écrire une histoire, quoi. Et peut-être l'écrire avec la population locale, quoi. Alors, il faut avoir un langage de vérité. Derrière ces atouts, il y a aussi des points de vigilance. Alors, ces points de vigilance, Olivier? Oui, alors, le premier point de vigilance, c'est quand même l'investissement de départ. C'est surtout aujourd'hui, bon, ça y est, je dirais que c'est une filière qui devient mature, donc on a du recul. Mais au tout départ, c'était quand même quelque chose de nouveau et on avait peu de repères. Donc, bah oui, alors je ne sais pas s'il y a des banquiers dans la salle, mais un banquier aime bien être sécurisé, quoi. Donc, faut trouver les bons outils pour sécuriser ces investissements. Surtout que parfois, sur nos exploitations, on a déjà des investissements. Donc, le banquier regarde le global. Voilà. Bon, oui, une activité qui était mal connue. On a eu l'occasion sur le site de faire des visites, portes ouvertes. Ouais, d'accueillir du public. Parfois, on entend comme quoi on met des produits chimiques dans la méta. Non, c'est des bactéries qui travaillent 24/24. Donc, on ne peut pas mettre de produits chimiques. Les odeurs, oui, il y en a, mais on traite je dirais des effluents d'élevage, des déchets agroalimentaires. Oui, il y a des odeurs. Maintenant, on a tout fait pour essayer de les minimiser. Mais c'est une réalité. Il faut anticiper, il faut essayer de regarder comment on peut faire. Mais il y a des solutions. Et comment vous avez fait pour gommer, on va dire, la question ici, l'augmentation du trafic routier? Parce que c'est souvent une question assez prégnante pour les riverains. Ouais, alors après, on a une chance, c'est qu'on est proche d'une zone industrielle. Donc on a je dirais des routes. Ouais, on a des routes qui sont adaptées à ce trafic-là. Ça, là-dessus, c'est vrai qu'en campagne, oui. Alors après, les gens, il y a des amalgames qui sont faits. Vous avez toujours des gens qui sont là en train de vous faire des calculs qui. Attendez, une méta aujourd'hui peut fonctionner 5 jours. Enfin, chez nous, c'est ouvert 5 jours sur 7. Le samedi, dimanche, il ne se passe rien. C'est comme toute industrie. Le lundi matin, notre salarié, il embauche à 8 heures. Il fait sa semaine à 17 heures. Le vendredi, c'est fini. Donc voilà. Je pense qu'il y a. Voilà, c'est des préjugés qu'il faut. Mais il faut le faire passer, ce message. Parce qu'on a le sentiment qu'elle tourne 24/24. Non. Et que le trafic peut être constant. Donc. Sur les gisements et notamment l'incorporation du végétal, c'est une vraie question, c'est un vrai débat. Maintenant, vous avez des sites, oui, dans d'autres régions que l'Ouest, mettre du végétal. C'est des cultures intermédiaires, c'est des cultures qui sont implantées entre deux cultures principales. Là aussi, il y a tout un travail de pédagogie à faire parce que les sols ne restent pas nus. Voilà, mettons après un blé, on va faire un couvert. Ce couvert est récolté au printemps pour y faire un maïs. Donc voilà, tout ça, c'est aussi comment dire, le communiquer, le faire dire, quoi. Mais il y a pas de, pour moi, il y a pas de problème majeur. Alors j'ai une question forcément qui a été légèrement abordée tout à l'heure. Justement, c'est la dépendance à l'électricité. Tout à l'heure, donc, il a été fait une allusion donc à l'installation d'une centrale solaire. Alors comment vous avez organisé la combinaison justement de la méthanisation et de cette centrale solaire? Disons que pour stocker, il nous fallait
on louait un hangar et pour le démarrage, on pouvait pas tout faire. Et là, on a depuis 3 ans, donc on a refait un hangar avec panneaux photovoltaïques dessus, où on arrive à peu près à 25% de... En gros, notre consommation électrique tourne autour de 80 000 euros par an. Là, aujourd'hui, on arrive à peu près à 25% on produit 25% de notre consommation. D'accord. Merci Olivier. Voilà, vous pouvez l'applaudir également. Et je vais inviter Monsieur Erwan Porot. Bienvenue Erwan. Bonjour à tout le monde. Je vais te laisser te présenter. Donc, tu officies en qualité de consultant sur la Bretagne. Donc voilà, je te laisse la parole. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, Erwan Porot, je suis consultant méthanisation au sein du CERF France. Alors, comment passer l'hiver? Moi, je me pose pas trop la question parce que je sais qu'on a du pain sur la planche. Les fins de journée vont peut-être se finir à la bougie, mais on sait qu'il faut faire avancer les projets. C'est ça. Donc, nous, on travaille en priorité à des projets de méthanisation, mais ça peut être aussi des projets photovoltaïques, réduction de la consommation d'énergie. Enfin, il y a beaucoup de sujets autour de l'énergie. Donc on a des prestations en fait qui sont bien rodées. Notamment, on fait des études de faisabilité et de développement des projets de méthanisation. En fait, au sein du réseau CERF France, on a quand même des compétences très pointues dans des domaines très diversifiés. Et mon rôle, c'est de constituer une équipe avec ces spécialistes pour mener un projet. Ça commence par un agronome. Donc on se déplace chez les exploitants, on identifie les gisements, les modifications de rotation, les pratiques agricoles, comment ça s'inscrit dans la PAC. On voit tout un tas d'aspects avant d'envisager de parler de projet. Ensuite, donc, on a des aspects techniques. Donc, on accompagne les adhérents pour choisir en fait, les entreprises. Donc, c'est en priorité sur des aspects techniques, mais c'est aussi sur des aspects réglementaires, parce qu'il y a beaucoup de réglementations, beaucoup de choses à prendre en compte. Et on a aussi des juristes spécialisés qui constituent les entreprises, enfin les sociétés qui vont exploiter. Et c'est des montages à chaque fois personnalisés. Et enfin, on fait un montage technico-économique pour aller voir après le banquier pour décrocher le financement. Comme il a été dit précédemment, c'est quand même des gros investissements. Donc ça, c'était des prestations rodées. On fait aussi tous les ans des analyses économiques des installations. Donc on repère un peu les points forts, les points faibles et on conseille sur les mesures à prendre. On met en place des outils techniques de suivi. On est en train de développer un outil informatique que l'exploitant au quotidien va renseigner et ensuite on remonte ces informations-là et on les extrait, on les analyse et on regarde un petit peu comment améliorer. Par exemple, sur les consommations électriques dont on a parlé, on essaye de voir comment optimiser, comment peut-être moins agiter en fonction des intrants, changer un peu les intrants. Enfin, il y a tout un tas de paramètres qu'on doit suivre. On conseille aussi dans l'évolution des installations parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent, beaucoup d'évolutions réglementaires, tarifs d'achat, technologie. Donc on doit faire une veille réglementaire et technique très forte parce que les installations évoluent tout le temps. Comme je crois que M. Bouchonneau, il a vécu pas mal de projets. Donc on aide en fait les porteurs de projets à dérouler les pelotes, comme on a dit, et à les aider à mener tous les projets indirectement liés à la méthanisation. Donc on a aussi des prestations en devenir, comme les certifications gaz vert, puisque là, en fait, nous, on est convaincus qu'on produit de l'énergie verte, mais il faut le prouver à l'Europe. Et il y a des directives qui sortent, notamment la Renewable Energy Directive, qui demande à ce qu'on certifie au moyen en fait, d'une analyse très détaillée de l'installation, qu'on certifie bien que c'est de l'énergie verte et donc derrière découle le tarif d'achat. Donc c'est quand même très sérieux cette affaire et on est au front pour accompagner justement ces nouvelles prestations qui arrivent demain.
Merci Erwan. Alors peut-être juste pour les personnes ici qui voudraient se projeter sur un projet, il y a peut-être un élément qu'il faut rajouter. Nous avons engagé là depuis certains mois donc la labellisation Calimeta. Certaines AGC de Serre France aujourd'hui bénéficient donc de ce blason. Alors quel est l'avantage justement de pouvoir travailler avec un organisme comme Serre France lorsque l'on est labellisé Calimeta? C'est avant tout l'assurance du respect d'une procédure qui sera reconnue par les différentes instances et qui va faciliter l'ouverture de plusieurs portes. Ça peut être les financements, ça peut être le réglementaire, ça peut être les assurances. C'est très important en fait de démontrer tout le sérieux de notre procédure et la certification Calimeta est là pour le mettre en avant. Est-ce qu'il y a effectivement des avantages financiers à solliciter un partenaire qui est Calimeta au titre de l'ADEME, des aides de l'ADEME? C'est ça en fait. Effectivement, nos études de faisabilité et de développement sont financées par l'ADEME. Donc là, en Bretagne, par exemple, on peut prétendre jusqu'à 70% de subventions sur les études, mais au préalable... Sur un plafond de 100 000. Sur un plafond de 100 000, effectivement. Donc il faut être certifié Calimeta pour respecter les procédures imposées par l'ADEME. Merci Erwan. Alors je vais demander à Vincent de nous rejoindre, à Olivier également, et je vais vous demander de vous installer tous les trois. Et j'ai une question toute simple à vous poser. Comment devons-nous justement croire en l'avenir, ou alors qu'est-ce qui va nous permettre d'avoir foi en l'avenir? Est-ce que vous pouvez nous donner chacun un message fort justement à l'Assemblée? Allez, qui s'exprime le premier? Merci, tu ne nous as pas prévenus sur ces questions. Non, c'est bien. Mais c'est bien aussi parce qu'il faut sentir la vérité, effectivement. Non, moi, ce qui me donne foi en l'avenir, c'est qu'il y a des transitions qui sont en cours. Elles sont lancées. Là, malheureusement, là, il y a une crise qui est à l'origine, en plus une crise dramatique. C'est une guerre qui est à l'origine de tout ça, sur les sujets énergétiques, on le rappelle. Mais le monde bouge, le monde change. Nos façons de nous vêtir, nos façons de nous alimenter, nos façons de nous chauffer vont évoluer. Enfin, tout va évoluer. Et ça, on le voit aujourd'hui. Et puis, pour rebondir sur le sujet de la méta, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui fonctionne. Oui, ça marche sur les territoires, ça tourne, c'est mature. Oui, c'est perfectible. Oui, il y a des sujets sur lesquels il faut qu'on fasse attention. La concurrence avec l'alimentaire, ce genre de choses. Donc il y a besoin de vigilance, mais ça fonctionne, ça tourne. C'est en fort essor, c'est en fort développement. Et ça, on espère que notre administration va ouvrir les yeux et que beaucoup d'accélérateurs qu'ils ont mis en 2011 en mettant ces tarifs qui ont permis l'émergence de la filière, clairement il faut le dire, à un moment donné ils se redisent aussi on va continuer, on va le pérenniser. Donc la pérennisation du tarif d'achat et l'émergence, même plus que l'émergence, le développement et le bel essor des gaz renouvelables et de la méthanisation, c'est aujourd'hui ce qui me fait espérer pour notre avenir énergétique et commun. Merci Vincent. Olivier? Oui, par rapport à ta question, Christian, moi, c'est ce que je dis. Je suis d'abord agriculteur, je suis pas gazier, mais j'ai surtout renforcé mon exploitation et bon, j'ai encore quelques années à travailler, mais c'est aussi un moyen pour attirer des jeunes. J'ai des enfants, s'ils sont en train de regarder ça. Quand je dis qu'il y a je tirais la pelote. J'ai commencé à la tirer et puis un jour je pense la transmettre et ils auront eu aussi leurs opportunités, donc je les encourage évidemment. Après c'est aussi je pense qu'il y a un grand besoin là que l'administration lâche un peu pour que d'autres projets puissent sortir, puis que d'autres histoires s'écrivent, parce que il y a des vrais, on est capable de répondre à cette problématique du moment. Et là, c'est toujours souvent sous la contrainte qu'on fait avancer, quoi. Donc là, aujourd'hui, on a les éléments pour faire, je dirais, accélérer le processus, quoi. Mais il y a plein d'opportunités à saisir. Pour enthousiasmer les projets, on va dire. Merci Olivier. On va passer la parole à... Je peux changer de casquette? Allez-y. Parce que j'ai mis la casquette gazier, mais en fait, j'ai la casquette mari d'agricultrice. Je suis quasiment agriculteur. Là, j'utilise ce joker-là. Vous n'avez pas dit ça. Et non, moi, je ne l'ai pas dit. Du coup, on n'est pas méthaniseur. En revanche, on est associé avec
Ouais. On est en famille avec quelqu'un qui a une unité de méthanisation en cogénération depuis 7 ans en exploitation. Grande culture céréalière et élevage associé, donc polyculture élevage. Il a converti 50% de sa sol en bio il y a 2 ans grâce au Digesta. Ah oui, voilà. Encore une externalité positive voilà, qu'il faut souligner, effectivement. Erwan, alors au-delà de ce qui est écrit ici, où on a effectivement mis le doigt sur la labellisation, la certification gaz vert, l'aspect réglementaire également de la méthanisation. Alors pourquoi il y a lieu d'espérer effectivement donc dans la méthanisation? Nous avons des références méthanisation. On peut peut-être en dire un mot. Voilà, en fait, moi, je voudrais quand même dire que j'ai une formation en environnement et que j'ai fait différents métiers autour de ce domaine et qu'à chaque fois, j'entendais ça ne durera pas, c'est qu'un effet de mode. Et je crois qu'aujourd'hui, on en parle plus que jamais et c'est peut-être que le début. Donc, c'est quand même très encourageant. Et pour ça, en fait, effectivement, il faut quand même assurer des prestations sérieusement pour demain. Et donc, nous, on développe, on s'attache à respecter toutes les labellisations qui nous incombent. Donc, la labellisation Qualimeter en priorité et la certification gaz vert qui arrive. Mais aussi, on accompagne les porteurs de projets jusque la fertilisation au pied de la plante des fertilisants. Et donc, on a nos équipes d'agronomes qui veillent en fait à ce qu'on respecte bien les normes agronomiques et environnementales. Merci. Alors, je ne voudrais pas finir effectivement cette conférence sans aussi appeler peut-être quelques questions dans le public. Alors, on est toujours sur un temps court lors d'un salon, puisque vous avez aussi l'envie de fréquenter les différents halls. Y a-t-il dans l'Assemblée une ou 2 questions que je peux prendre? Juste sur les unités de méthanisation, est-ce qu'il existe déjà des unités de méthanisation qui sont autonomes énergétiquement? Complètement. Ça existe ou pas? On y travaille en fait en cogénération, tout à fait. En cogénération, en fait, vous produisez le biogaz, vous l'acheminez dans un moteur de cogénération et en fait, on peut autoconsommer l'électricité produite par le moteur de cogénération avant d'injecter le surplus dans le réseau. C'est ça, ouais. Et on peut déployer ce modèle sur les unités d'injection aujourd'hui, potentiellement. Tu peux mettre aujourd'hui sur une unité qui est en injection un petit moteur de cogé qui lui permet de moins soutirer ou plus soutirer d'électricité au réseau. Une autre question? Alors, on a vu des belles cartes tout à l'heure avec les centres d'injection du gaz. Est-ce que vous connaissez le potentiel en térawattheure ou en pourcentage de gaz que l'agriculture peut fournir? C'est la question. Donc, tout dépend de l'horizon. On peut parler des études prospectives à 2030, 2050, etc. Je préférerais plutôt parler de chiffres qui sont sortis tout récemment, donc en tout début septembre, qui ont été publiés par France Agrimer, le ministère de l'Agriculture, dans le cadre de l'Observatoire national des ressources en biomasse, qui fait l'exercice du parc de méthaniseurs installés, cogénération plus injection, et qui pose la question, est-ce qu'il y a assez de biomasse pour l'alimenter? La réponse est oui. Et quand ils font l'exercice de rajouter au parc actuel les nombreux projets qui sont ce qu'on appelle dans la file d'attente, donc en tout ça ferait près de 1900 unités, donc à l'horizon 2023, 2024, 2025, quoi. C'est ce qui se construit en ce moment, c'est ce qui est en projet. La réponse est également oui. Il y a quelques points de tension sur des ressources très spécifiques, mais la réponse est oui, il y a la surface, il y a les surfaces, et il y a la biomasse suffisante pour les projets qui sont dans le pipe. Et après, pour ce qui est des horizons plus lointains, la réponse à la question va dépendre des transitions aussi. Les transitions à l'œuvre dans le monde agricole, donc l'évolution du monde de l'élevage, l'évolution de nos pratiques agricoles. On parle des cultures intermédiaires, des libérations de surface et de la biomasse qu'on pourra apporter. Voilà, dans les discours, nous, on dit 20% de gaz à l'horizon 2030, donc 20% de gaz renouvelable à l'horizon 2030, donc plus de 50 TWh. Voilà. Donc après, c'est les discours, les prospectives. Donc, mais moi, je préfère vous parler des chiffres un peu plus durs publiés par l'Observatoire national des ressources en biomasse en tout début septembre. C'est dispo sur le site du ministère. Une autre question? Hop.
coup, c'est peut-être en lien aussi, c'est qu'on commence à sentir dans certains endroits des tensions quand même sur le maïs en particulier, où on a des éleveurs laitiers qui nous disent j'ai des méthaniseurs qui achètent le maïs à 2500 € l'hectare. Voilà, c'est pour ça qu'elle est intéressante l'étude de l'ONRB, c'est qu'elle permet de sortir des... Je suis désolé, c'est on dit, il y en a sur le territoire. Hein. Il y a des cas très spécifiques, je ne dis pas que ça n'existe pas, hein, mais il peut y avoir des situations de tension très locales sur le territoire avec... j'ai entendu parler effectivement de l'autre qui achète à 2500. L'ONRB aujourd'hui vous donne à cet intérêt-là, c'est qu'ils ont regardé tout le parc actuel et ils concluent notamment sur par exemple le pourcentage de cultures principales qui alimentent les méthaniseurs, donc principalement le maïs. Voilà, si on fait un raccourci très fort, aujourd'hui la France a fait un choix réglementaire de limiter la part de ces cultures principales à 15% en tonnage brut annuel. L'ONRB dit aujourd'hui le parc c'est 5,5%. Donc, avec d'énormes disparités régionales, mais l'échelon national aujourd'hui, 5,5% des cultures principales qui alimentent, en tonnage, qui alimentent les méthaniseurs. Parallèlement, on voit aussi, je me permets de rajouter ça, on voit des méthaniseurs qui aujourd'hui veulent retirer de la ration justement de l'unité de méthanisation le maïs, pour justement introduire des soupes de biodéchets, puisque là aussi, les gros acteurs du biodéchet proposent justement maintenant ces matières premières au titre du gisement. Par rapport à la question, c'est aussi tout simplement... on raisonne avec l'avant-crise, où évidemment, certains éleveurs se posent la question entre aller faire la traite des vaches, y regarder, entre produire des céréales à une époque qui était peu chère, sauf qu'aujourd'hui, tout est en train de bouger, tout est en train de changer, tous nos références sont en train de tout se télescope. Et là, on est vraiment... Jusqu'à maintenant, on bénéficiait d'une alimentation peu chère. L'énergie était peu chère. Tout est en train de bouger. Donc, il va y avoir des changements de posture, des changements d'analyse qu'il va falloir avoir. Et le monde du déchet va venir contribuer à pouvoir sans doute pallier à ces demandes qu'on pouvait avoir sur des territoires avec, par exemple, du maïs. Moi, je peux témoigner. En fait, on a un centre d'incinération dans le Trégor. En 2024, il va falloir qu'ils arrêtent de brûler des biodéchets. Et ils auront 8000 tonnes de biodéchets à valoriser. Et c'est le point de départ d'un projet de méthanisation. Une dernière question avant de boucler. Oui, je vois une main levée là-bas. Bonjour, Dominique Villori, groupe Eureden. Dans le groupe, nous avons à peu près 260 producteurs de volailles de chair qui se posent beaucoup de questions sur comment vont-ils faire pour chauffer leur poulailler l'hiver prochain. Est-ce que pour ces gens-là, on peut espérer demain des solutions type cogénération à l'image de ce qu'il existe, par exemple, chez les serristes? Parce que c'est une idée superflue. Oui, clairement, en fait, on peut avoir des synergies comme ça pour chauffer des bâtiments de volailles ou autres. Là, c'est plus de la cogénération, puisque la cogénération utilise le biogaz pour créer simultanément de l'électricité et de l'eau chaude. Donc, cette eau chaude peut servir après à alimenter un aérotherme pour envoyer de la chaleur dans les poulaillers. C'est assez simple, en fait. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, le moment est venu de boucler effectivement cette conférence. On s'était donné 1h15, on a su tenir notre timing. Merci aux intervenants, vous pouvez les applaudir très fort, parce que c'est un exercice. Voilà.